Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour David Khalfa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès et vous avez fait paraître aux éditions du Bord de l'eau Israël-Palestine, année zéro, un ouvrage collectif publié en collaboration justement avec la Fondation Jean Jaurès qui a pour ambition de comprendre pourquoi et comment les massacres du 7 octobre 2023 en Israël ont rebattu les cartes de la géopolitique non seulement régionale mais aussi internationale. Parmi toutes, David Khalfa, quelle est la dynamique engagée qui vous paraît la plus fondamentale car peut-être la plus pérenne? Je n'en vois pas d'autre qu'une dynamique régionale. Là, la guerre a repris ses droits depuis quelques jours désormais, avec une rupture du cessez-le-feu. On est à nouveau dans une impasse stratégique, notamment parce qu'on ne voit pas bien quelle est la stratégie de sortie de crise. Côté israélien, c'est une guerre qui, contrairement à celle qui avait succédé au massacre du 7 octobre, fait beaucoup moins l'objet d'un consensus en Israël. Vous avez une partie de la population qui pense qu'elle est motivée par des calculs politiques côté Netanyahou, qui veut se maintenir au pouvoir à tout prix. Et qui sacrifie les otages, c'est ce qu'a répété encore hier l'ancien patron du à la fois Mossad. les familles des otages, les otages eux-mêmes, ceux qui ont été libérés, qui tiennent ce discours, et par ailleurs une grande partie de la population maintenant est désormais favorable, priorise la libération des otages sur la destruction totale du Hamas, en tout cas de son appareil politico-militaire. Ça n'était pas déjà le cas ces derniers mois? Il y a toujours eu un dilemme depuis le départ. En réalité, en fait, les deux objectifs sont contradictoires. Ça n'a jamais été dit de manière très claire, mais il y a un dilemme à la fois moral et stratégique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois libérer les otages et en même temps porter un coup décisif au Hamas, ce qu'on appelle dans le langage militaire le centre de gravité, détruire son centre de gravité. Aurait impliqué une réoccupation de la bande de Gaza pendant quelques mois, voire même pendant quelques années. C'est possible. Militairement, c'est possible. Simplement, le coût, encore une fois, c'est une occupation de la bande de Gaza. Mais comme on le sait bien, les miliciens du Hamas ont assassiné des otages lorsque les troupes israéliennes se rapprochaient de lieux où ils étaient détenus par leurs geôliers. Donc déjà, il y a ce risque qui a été avéré, puisqu'un certain nombre d'entre eux ont été assassinés par des miliciens du Hamas sur ordre de Yahya Sinwar, parce qu'il leur avait instamment demandé en fait d'éliminer ces mêmes otages si Tsahal risquait de les libérer par la force. C'est le premier aspect. Le deuxième, c'est les bombardements israéliens. Parce qu'évidemment, les Israéliens font extrêmement attention, mais une bavure n'est pas du tout à exclure. Ils l'ont reconnu d'ailleurs eux-mêmes en disant que la reprise de la guerre, forcément, mettait aussi les otages en danger de ce point de vue. Et puis enfin, il y a les conditions de détention des otages eux-mêmes, dont on sait qu'elles sont terribles, puisque ceux qui ont été libérés ont témoigné et ont relaté notamment des actes de torture psychologique et physique. Ils ont été affamés. Donc voilà, c'est ce contexte dans lequel on est aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de solution régionale, parce que je n'en vois pas d'autre, au moins à moyen terme, parce que au fond, le face-à-face israélien est toujours voué à la répétition du pire. On l'a constaté ces dernières années. Il n'y a pas de négociation entre Israël et l'autorité palestinienne depuis 2014. Donc ça fait plus de 10 ans désormais. Et souvenez-vous, à la veille du 7 octobre, on parlait d'une normalisation israélo-saoudienne imminente. C'est-à-dire, donc, encore une fois... Mais qui, malgré la guerre, aujourd'hui, n'est pas remise en cause, semble-t-il. Alors, pas dans son principe, mais je doute franchement fort que on puisse aller vers ça, en tout cas dans l'année qui se profile sous nos yeux, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il faut se souvenir que de l'interview de MBS, donc Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien à Fox News, quelques semaines avant l'attaque du Hamas du 7 octobre, et qui disait que cette normalisation était imminente. Donc on avait assisté à une accélération de ces négociations entre l'Arabie Saoudite et Israël via la médiation américaine. Donc on était sous le gouvernement sous l'administration Biden. Et tout ça a été remis en cause par l'attaque du Hamas. Aujourd'hui, les conditions, disons que les enchères ont monté. Les Saoudiens font très clairement monter les enchères. Ils parlent de création dans l'État palestinien. Leurs ambitions, c'est pas seulement, si vous voulez, de s'imposer comme la première puissance arabe et musulmane au Levant et au Moyen-Orient. C'est devenir une puissance globale. On voit bien avec le rôle que joue l'Arabie Saoudite, notamment dans le conflit russo-ukrainien. Et de ce point de vue, ce qui se passe en Israël, c'est-à-dire que non seulement, si vous voulez, l'enquistement du conflit, la reprise des hostilités, puis par ailleurs un gouvernement israélien qui se radicalise avec une droite qui essaye de neutraliser l'état de droit et qui a un projet de société qui est très conservateur, tout ça n'est pas vu de très bonne
enfin, c'est pas de très bon augure pour une normalisation israélo-saoudienne. Aujourd'hui, les conditions sont pas réunies pour une normalisation israélo-saoudienne, mais encore une fois, en effet, ça veut pas dire que c'est tout à fait à exclure à l'avenir. Moi, je pense que la question, c'est pas d'ailleurs si, c'est quand. Ça se Et fera. par conséquent, David Khalfa, vous entendez plutôt positivement cette initiative annoncée la semaine dernière par l'Élysée d'une conférence internationale coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite en vue de la mise en place d'une solution à deux États. Alors, je pense que vu le contexte auquel on assiste aujourd'hui, d'aggravation du conflit, d'impasse dans les négociations entre Israël et le Hamas sur la question de la libération des otages, moi, j'exclus pas quand même qu'on arrive à un nouveau cessez-le-feu On va y venir dans quelques instants. dans les prochaines semaines, parce que il faut avoir à l'esprit l'agenda politique de Netanyahou. Il y avait ce vote crucial du budget. Il voulait absolument avoir une majorité. Sans ça, il y avait des élections anticipées. Il savait qu'il les perdait. Donc, il avait besoin du retour notamment de Ben Gvir, et la reprise des hostilités, d'une certaine manière, aussi lui donne de l'air politiquement. Mais maintenant, Avant la pause d'un mois pendant les fêtes de Pessah. C'est ça. Pause politique à la Knesset. C'est ça. Donc, il pourrait maintenant faire preuve, puisqu'il a une majorité confortable, faire preuve de davantage de flexibilité dans la négociation avec le Hamas. Et puis inversement, le Hamas aussi, sous la pression notamment de l'Égypte et des Émirats arabes unis, aussi pourrait faire preuve de davantage de flexibilité. Mais toujours est-il qu'on est aujourd'hui dans une situation d'impasse totale, et je pense que toute initiative qui vise à essayer de faire baisser la température est évidemment bonne. Je pense que c'est utile, et notamment, je pense que ce qui est utile, c'est, il me semble pas que la conférence qui est prévue au mois de juin, je crois qu'il n'y a pas encore de date, mais on parle de la mi-juin, soit une énième conférence pour la paix. Je pense que la participation en fait de l'Arabie Saoudite est tout à fait significative. Il me semble aujourd'hui que c'est le bon partenaire dans la région pour justement accélérer des négociations en vue d'abord d'une sortie de crise, la pérennisation de ce cessez-le-feu, de la libération bien sûr des otages, puis ensuite la phase de reconstruction matérielle, mais aussi l'ouverture d'un horizon diplomatique. C'est l'ambition de cette conférence. Il me semble que sur la question des deux États, il faut maintenir cette solution au moins comme horizon diplomatique. Aujourd'hui, concrètement, enfin, c'est triste, mais le constat qu'on peut faire, c'est que de part et d'autre, les sociétés ne sont pas vraiment prêtes. En tout cas, leur leadership, très clairement, pas du tout. Vous avez d'un côté un Premier ministre israélien qui, au contraire, consolide son alliance avec la droite radicale israélienne, donc qui est favorable officiellement à une annexion de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. On a quand même l'impression que ça dépasse même le Likoud et les rangs de la droite. C'est le refus pour l'instant d'envisager une solution à deux États à court terme. Bien sûr, non, mais bien sûr, faut pas simplifier et personnaliser à outrance le débat en Israël. Vous avez raison. En fait, le traumatisme de 7 octobre est tel, il a réactivé les vieux démons de l'histoire juive, évidemment les massacres, les pogroms qui ont culminé avec la Shoah, est tel que, au fond, c'est les catégories politiques qui ont vraiment explosé. Il faut rappeler à nos auditeurs que, avant même le 7 octobre, en réalité, le clivage en Israël ne posait moins la droite à la gauche que, au fond, les libéraux aux anti-libéraux. Vous avez parmi ce qu'on appelle les libéraux, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à une démocratie libérale, des gens de droite. La droite libérale, au sens philosophico-politique du terme. Vous avez aussi des religieux, alors ils sont moins nombreux que les laïcs, mais quand même. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, en effet, vous avez une fracture très profonde au sein de la société israélienne, mais elle est moins, disons, on la présente souvent comme l'opposition, si vous voulez, entre un Israël, disons, libéral laïque d'un côté et religieux conservateur de l'autre. C'est en partie vrai. Mais on constate par exemple à Jérusalem, parmi les protestataires, vous avez aussi des gens qui se revendiquent de la droite, y compris de la droite sioniste religieuse. Donc en effet, c'est plus complexe. Et le deuxième élément, c'est que le 7 octobre a enclenché aussi a accéléré le processus de méfiance entre la société israélienne et la société palestinienne. Donc vous avez de plus en plus d'Israéliens et de Palestiniens, une majorité des deux côtés, qui sont opposés désormais à la solution à deux États. Maintenant, quand vous leur posez la question de savoir mais quelle est l'alternative, là, ils sont bien en peine de répondre à la question. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que cette perception extrêmement pessimiste, ce scepticisme partagé par les Israéliens et les Palestiniens, évidemment, est surdéterminé par les conditions actuelles de l'affrontement entre les deux camps. Et que si ces conditions changent, la perception pourrait également changer. Donc, dans un premier temps, il faut être un peu réaliste. Il faut d'abord changer les conditions sur le terrain. Ça passe, à un moment ou à un autre, par un cessez-le-feu, par la libération des otages. L'éléphant dans la pièce, c'est évidemment le Hamas.
Alors Et justement, là, le Hamas, avant de parler de ces propositions égyptiennes qui est actuellement étudiée, depuis plusieurs jours, des manifestations se tiennent dans la bande de Gaza contre la gouvernance du Hamas et qui appellent à la fin de la guerre et à la libération des otages. De quoi ces troubles sont-ils le nom, David Khalfa? Certains y voient la main de Mahmoud Darlan, l'ancien chef des forces préventives de l'autorité palestinienne, chassé par le Hamas en 2007 et que certains imaginent comme le successeur de Mahmoud Abbas à la tête de la dite autorité palestinienne. Qu'est-ce que vous en pensez? je pense qu'il faut se méfier de ce discours parce que c'est actuellement la rhétorique justement du Hamas consiste à vouloir délégitimer en fait les manifestants, les protestataires. Donc les Gazaouis qui manifestent par milliers aujourd'hui. Alors cette protestation, il faut le dire, elle a commencé dans le nord de la bande de Gaza, ce qui n'est pas du tout un hasard parce que c'est la zone la plus dévastée par la guerre, par les bombardements israéliens. À Beth Lahia justement, où des centaines de milliers de Palestiniens ont quitté le sud vers le nord de la bande de Gaza, ont essayé de regagner leur foyer donc, au moment de la cessation des hostilités, donc le premier cessez-le-feu justement. Et la reprise des hostilités a été vécue comme le retour de la tragédie et il y a une forme de ras-le-bol au sein de la population gazaoui. On voit en réalité qu'il n'y a pas de drapeau, c'est un mouvement qui a l'air vraiment spontané. Vous savez, c'est très difficile de savoir ce qu'il en est parce qu'il n'y a pas de médias libres dans la bande de Gaza, mais ce qu'on voit, les images sont filmées par les manifestants eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs très touchant parce que on sait bien que le risque qu'ils prennent est quand même très conséquent. Le Hamas réprime de façon très très violente toute forme d'opposition à son régime dictatorial à Gaza. Il faut se souvenir qu'en juillet 2023, d'accord, vous aviez des manifestations anti-Hamas contre le régime du Hamas à Gaza qui dénonçait ses dérives autocratiques, qui par ailleurs appelait à la fin de ce régime pour sortir de cette situation impossible de blocus égypto-israélien à Gaza. Et dans les slogans justement de ces manifestants, vous n'avez pas de slogan favorable au Fatah. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit à la fois d'une demande d'arrêt des hostilités, la fin de la guerre. Et le Hamas est sensible à son opinion publique? Bien sûr, et par ailleurs, de slogans anti-Hamas. Et bien sûr que le Hamas est sensible à son opinion publique. Je note au passage que pour l'instant, il y a eu des violences, hier notamment, de miliciens du Hamas contre les manifestants, mais j'ai le sentiment que le Hamas craint ces manifestants parce que pour l'instant, en tout cas, je pense que le pari du Hamas, c'est que ce mouvement va s'essouffler. Il y aura une forme d'inertie et qu'il n'est pas de son intérêt que des images de répression violente circulent. Et ces manifestations sont aussi, David Khalfa, le résultat de la pression humanitaire accrue par Israël depuis quelques semaines maintenant. Sans aucun doute, ça fait partie de l'équation, c'est une évidence. Mais encore une fois, je pense que les langues se délient aussi parce que paradoxalement, le retour de la guerre oblige les dirigeants du Hamas, branche politique et militaire comprise, à se terrer dans les tunnels à Gaza, à s'abriter derrière des civils. Israël a éliminé un certain nombre de dirigeants de la branche politique du mouvement avec une stratégie qui vise à vraiment précipiter l'effondrement du Hamas comme organisation politico-militaire. Et donc, c'est plus compliqué pour le Hamas aussi de réprimer ces manifestations parce que tout simplement, les miliciens aujourd'hui ne se montrent pas parce qu'ils craignent d'être éliminés dans des frappes de l'armée de l'air israélienne. Dans le livre, l'ancien conseiller de Mahmoud Abbas, Gay Salomari, que vous avez reçu d'ailleurs à Paris avec la Fondation Jean Jaurès, David Khalfa, estime que cette guerre pourrait paradoxalement permettre au mouvement national palestinien de retrouver un second souffle. Est-ce que vous y croyez aussi et comment ces évolutions pourraient-elles se matérialiser? Alors, je crois que c'est pas une question de croyance. Je pense qu'il faut faire preuve de volontarisme des deux côtés. D'ailleurs, c'est pas le seul à dire ça. D'ailleurs, Gay Salomari, c'est à la fois un praticien et un expert. C'est quelqu'un qui a joué un rôle capital dans les négociations en vue du processus de paix, qui aujourd'hui malheureusement est dans les limbes. Mais c'est quelqu'un qui connaît de l'intérieur le mouvement national palestinien, qui a été conseiller par ailleurs de Mahmoud Abbas, avec lequel il a rompu. Et lui, ce qu'il dit, et je suis en accord avec ce qu'il raconte, c'est qu'il faut que le mouvement national palestinien se réinvente. Il est aujourd'hui dans un état de faillite. De la même manière qu'on parle d'état failli, on pourrait dire du mouvement national palestinien qu'il est aujourd'hui un mouvement national failli. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fracture à la fois politique, idéologique, géographique entre, pour faire très très vite, la Cisjordanie, la bande de Gaza, mais qui recouvre d'autres types de clivages entre le Fatah et le Hamas, entre le nationalisme religieux à tendance limite apocalyptique et messianique du Hamas, qui est par ailleurs génocidaire, et le Fatah, qui est un nationalisme plus disons,
sécularisé, avec deux visions par ailleurs du projet national, avec d'un côté du côté du Fatah de solution à deux États, en tout cas officiellement pour son président, une opposition aussi à la lutte armée. Mahmoud Abbas, il a beaucoup de défauts, mais celui-ci, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est constant là-dessus, sur le rejet de la lutte armée, parce qu'il pense que c'est une erreur stratégique pour le mouvement national palestinien. Et puis de l'autre côté, au contraire, la lutte armée comme l'alpha et l'oméga de la stratégie face à Israël, avec une volonté affichée, assumée d'éradication du projet national juif. Qu'est-ce qui pourrait faire consensus au sein du mouvement nationaliste palestinien, nationaliste et islamiste palestinien ? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, très concrètement, il y a une impasse. Il y a une impasse en Palestine, très clairement, parce que il y a eu une tentative d'émergence d'une troisième voie ces dernières années, mais qui a été totalement étouffée justement par cette bipolarisation Fatah-Hamas. L'élément qui pourrait sortir les Palestiniens de cette nasse, c'est, bon, d'abord, encore une fois, pardon de me répéter, mais rien ne se passera sans cessez-le-feu à Gaza. Enfin, c'est une évidence. Puisqu'il y a un réflexe, si vous voulez, aujourd'hui, au contraire, de ralliement derrière, en quelque sorte, le drapeau. Mais on voit déjà que, si vous voulez, qu'il y a des fissures qui apparaissent dans le discours côté palestinien, avec une prise de conscience le danger que fait courir le Hamas pour le mouvement national palestinien lui-même, pour sa survie même. De plus en plus d'intellectuels, d'experts palestiniens prennent la parole publiquement désormais. Alors la plupart ont quitté la bande de Gaza, il faut le dire aussi à nos auditeurs, parce qu'ils sont menacés par le Hamas, mais il y a un tabou qui est en train d'être brisé sur une prise de parole palestinienne autocritique qui appelle à un examen critique, à ce qui a mené à ces massacres du 7 octobre, qui appelle à réviser le récit national palestinien, à prendre en compte la légitimité d'Israël sur une partie de ce territoire. Ça serait une révolution. Mais c'est une révolution copernicienne, mais qui en réalité était déjà en germe. Simplement, cette parole n'était pas, si vous voulez, elle ne se diffusait pas largement dans le public côté palestinien, parce qu'encore une fois, il y a une forme de réflexe un peu nationaliste qui vise à étouffer ces voix sous prétexte qu'elle ferait le jeu d'Israël et de la droite israélienne. Et un certain nombre, encore une fois, d'experts, d'intellectuels, au contraire, disent que cette instrumentalisation, elle existe, bien sûr, que les Palestiniens peuvent être utilisés comme des tokens, comme des alibis par la droite israélienne, mais qu'il n'en reste pas moins qu'il faut faire un travail d'autocritique, parce que c'est d'abord l'intérêt national des Palestiniens de faire cet examen, sans quoi ils ne sortiront pas de cette ornière. Alors ça implique quoi ? Ça implique un changement de leadership. Il faut rappeler que Mahmoud Abbas a 89 ans, bientôt 90 ans. Et justement sur ce point, David Khalfa, Mahmoud Abbas indiquait il y a une quinzaine de jours qu'il accordait une amnistie aux membres dissidents du Fatah. Est-ce que vous y voyez une ouverture ? Je le recite à nouveau, pour un retour au premier plan de Mahmoud Darlan notamment ? Sur le papier, oui. Dans les faits, mes contacts côté palestinien me disent que ça relève de la pure manœuvre tactique. D'accord. Parce qu'il a subi des pressions notamment des Émirats arabes unis et de l'Égypte, qui lui demandaient de créer ce fameux poste de vice-président de l'autorité palestinienne. Il faut savoir que, tout comme Yasser Arafat, Mahmoud Abbas a toujours eu pour objectif de faire en sorte qu'aucun opposant n'apparaisse au sein de l'OLP et du Fatah. Donc c'est vraiment un autocrate qui dirige d'une main de fer l'autorité palestinienne. Il y a aussi une forme de klétocratie. On sait que ses fils aussi ont un rôle très, très, très louche dans tout ça, avec des détournements de fonds par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui se sait, y compris en Cisjordanie, puisque la légitimité aujourd'hui de Mahmoud Abbas, elle est quasi nulle. Et on voit même que l'autorité palestinienne continue à coopérer avec Israël. Ça, il faut le rappeler, c'est très important, la coopération sécuritaire. Il y a comme un paradoxe, si vous voulez, entre le maintien d'une rhétorique nationaliste parfois qui justifie, y compris certains attentats anti-israéliens, pas de condamnation des massacres du 7 octobre, mais en même temps aussi cette coopération sécuritaire avec Israël qui est absolument cruciale dans la lutte contre le terrorisme. Mais alors, si vous voulez, ces déclarations de Mahmoud Abbas sur les opposants au Fatah, pour l'instant, on est dans la déclaration. Par exemple, il y a un système qui s'appelle le Pay for Slay, donc qui vise si vous voulez, à rémunérer en fait les familles de terroristes palestiniens qui ont commis donc des attentats en Israël. Donc Mahmoud Abbas, faisant un geste à l'endroit à l'adresse de la nouvelle administration américaine, donc de Donald Trump, annonce qu'il mettrait un terme à ce système qui est critiqué non seulement en Israël mais aussi au sein de l'Union européenne. Sauf que quasiment le surlendemain en Turquie, il dit le contraire.
Donc c'est la question de la crédibilité de sa parole est quand même assez largement en cause. Je pense que pour moi, si vous voulez, le sursaut viendra, et c'est déjà le cas en partie de la société civile palestinienne elle-même. C'est une société qui est éduquée, vous avez des hauts fonctionnaires, vous avez des intellectuels, des journalistes qui n'avaient pas jusqu'à présent voix au chapitre, parce qu'encore une fois, vous avez deux régimes à Ramallah, à Gaza, qui sont des régimes autocratiques, qui exercent leur férule sur la population palestinienne, mais vous avez de plus en plus de voix qui se manifestent désormais bruyamment pour dire, mais khalas, comme on dit en arabe, c'est-à-dire stop, il faut qu'on sorte de ce déni, il faut qu'on pointe les responsabilités, et celles du Hamas et celles du Fatah, sans pour autant forcément faire le jeu de la droite en Israël. Quel rôle peut jouer l'Égypte qui a proposé un plan pour un cessez-le-feu, donc qui prévoit la libération immédiate de 5 otages vivants dès le premier jour du cessez-le-feu, suivi de 5 autres otages vivants tous les 5 à 7 jours. Est-ce que d'abord ce plan peut aboutir selon vous, David Khalfa, et de manière plus générale, quel rôle peut tenir dans cette équation régionale l'Égypte aux côtés notamment des Émirats ou du Qatar? Le rôle de l'Égypte, il est crucial pour une raison assez simple, c'est que l'Égypte est frontalier d'Israël. Frontalier de la bande de Gaza. Donc ça, c'est la première chose. L'Égypte, par ailleurs, a occupé, comme vous le savez, la bande de Gaza à peu près de 49 à 67. Et enfin, l'Égypte était une puissance régionale absolument considérable pendant des décennies. Alors, elle est beaucoup moins aujourd'hui. C'est un pays qui est en état de faillite avancée, avec une dette publique absolument gigantesque. Mais toujours est-il que ce pays joue un rôle aujourd'hui. C'est l'allié des États-Unis, dépend financièrement de l'aide des États-Unis, mais y compris de l'aide militaire. Et il y a cet accord de paix entre l'Égypte et Israël. Accord qu'on a eu qui, au moins sur le plan rhétorique, a été ces derniers mois critiqué avec des menaces de remise en cause par certains responsables égyptiens. Oui, alors moi, j'y crois pas un instant. Je pense que ça fait partie d'une stratégie qui vise à faire pression sur Israël, notamment parce que les Égyptiens sont très mécontents du retour aux hostilités, de la présence militaire israélienne à Rafah. Ce qu'ils craignent par-dessus tout, en fait, c'est tout simplement d'être submergés par des centaines de milliers de Palestiniens qui quitteraient justement la bande de Gaza pour le Sinaï, où, il faut le rappeler aussi, il y a une insurrection djihadiste contre le régime égyptien, le Vilayet Sinaï, donc la branche de l'État islamique dans le Sinaï. Et on sait que par le passé, il y a une coopération tactique entre certains miliciens du Hamas et l'État islamique dans le Sinaï. Ça, c'est la crainte du régime égyptien, qui est une crainte existentielle. Il faut rappeler en plus par ailleurs qu'il y a une hostilité principielle de ce régime à l'égard de la confrérie des frères musulmans, dont le Hamas est la branche palestinienne. Donc sur la proposition égyptienne actuelle, donc en effet, on parle de 5 otages qui seraient libérés dans un premier temps, et ensuite 5 otages à nouveau donc vivants libérés à raison de tous les 7-10 jours à peu près. Au terme desquels la fameuse seconde phase du cessez-le-feu, donc qui vise à vraiment pérenniser ce cessez-le-feu, à en faire un cessez-le-feu permanent, donc l'arrêt définitif de la guerre, serait discuté par Israël et le Hamas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au fond, cette proposition, c'est un moyen terme entre la position d'Israël et celle du Hamas. Parce que la position d'Israël, au fond, elle épouse celle de Witkoff, donc qui est l'émissaire américain au Moyen-Orient, et qui avait proposé, avant la reprise de ces dernières hostilités, un deal suivant lequel une dizaine d'otages vivants, donc d'otages israéliens vivants, seraient libérés en échange du prolongement du cessez-le-feu. Donc la première phase. Donc. La fameuse première phase, mais une phase 2.0, pour ainsi dire. Ce à quoi le Hamas avait répondu, on libère un seul otage vivant américain et 4 autres morts. C'est ça, donc le Hamas a décliné, a proposé la libération d'un seul otage américain et 4 autres morts, alors probablement assassinés ou tués des suites de mauvais traitements. Et aujourd'hui, donc, ce que font les Égyptiens, c'est qu'ils proposent ce fameux moyen terme. Les Israéliens attendent la libération d'une dizaine d'otages. Eux proposent 5 otages dans un premier temps, mais ensuite à nouveau 5 otages au bout de 7 à 10 jours. Cette proposition me paraît assez sérieuse. Les Israéliens disent ne pas l'avoir reçue formellement, mais il faut ajouter qu'elle inclut aussi un cessez-le-feu permanent. Or, Netanyahou ne veut pas en entendre parler pour des raisons qui sont principalement politiques. Encore une fois, quand on regarde les rapports de force entre le bloc pro et anti-Netanyahou en Israël, donc Israël est une démocratie parlementaire, il ne faut pas raisonner uniquement en termes de personnalité, il faut raisonner en termes de bloc
pour diriger un pays, sur les 120 parlementaires que compte la Knesset, il en faut 61. Il faut une majorité de 61. Or, le rapport de force aujourd'hui, dans tous les sondages qui se sont succédés avant, pendant et après le 7 octobre, disent tous la même chose. C'est que la dynamique est favorable à l'opposition israélienne, donc au bloc anti-Netanyahou, qui est un bloc très hétéroclite, qui va de la droite sioniste religieuse, disons modérée, incarnée par Naftali Bennett, en passant par la droite libérale, en passant par la gauche social-démocrate, la gauche plus radicale et les partis arabes. Donc vous voyez que c'est une coalition que ne rassemble pas au fond une même identité politique et idéologique, mais une même opposition au projet libéral de Netanyahou et une même volonté aussi de réparer en quelque sorte la société israélienne, parce que cette société est encore une fois profondément traumatisée. C'était aussi l'ambition de la coalition Bennett-Lapid en 2022, si j'ai bonne mémoire. Oui, tout à fait. Alors, ça ne se limitera pas bien sûr à ça, mais la différence, si vous voulez, avec ce duopole Bennett-Lapid à l'époque, c'est que d'abord Naftali Bennett, rappelez-vous qu'il a été brièvement Premier ministre de l'État d'Israël, mais à la tête d'un parti lilliputien. Ça, c'était très problématique d'un point de vue de la légitimité démocratique. Alors aujourd'hui, quand on regarde ces mêmes sondages, ces enquêtes d'opinion, il est devant le Likoud d'une courte tête, et Netanyahou, mais il est aussi, encore une fois, il faut le rappeler, c'est pas qu'une question de personne, il est dans la meilleure position possible pour former une coalition. Et là, il disposerait de davantage de légitimité, parce que être Premier ministre du principal parti de l'État d'Israël, c'est pas la même chose qu'être Premier ministre à la tête d'un parti de 4-5 parlementaires sur les 120 que compte la Knesset. Une dernière question de David Kalfa. Il y a beaucoup de textes particulièrement intéressants dans ce livre. J'en cite un, celui d'Amos Yadlin, l'ancien responsable du renseignement militaire israélien, qui analyse les enseignements stratégiques à tirer des guerres à la fois de Gaza et d'Ukraine. Je le cite, le Moyen-Orient est devenu un terrain privilégié de la rivalité entre grandes puissances d'un côté, Russie et Chine de l'autre. Le rapprochement de Washington sous Trump avec le Kremlin sur le dossier ukrainien peut-il avoir, selon vous, une incidence sur la position de Moscou au Moyen-Orient, à Gaza, mais aussi peut-être davantage en Syrie et par rapport au programme nucléaire iranien? Certainement. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la posture militaire russe au Moyen-Orient, quand même, son influence a décliné avec la chute du régime de Bachar al-Assad, qui était son allié historique au Levant. Ça, c'est une catastrophe stratégique pour les Russes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est l'affaiblissement historique, par ailleurs, du réseau dit de la résistance, que moi je qualifierais de front du refus, en réalité, parce qu'il refuse toute forme de reconnaissance d'Israël, de négociation avec Israël, de paix avec Israël. Donc, front du refus, piloté bien sûr par le régime iranien, avec ce réseau très dense d'armées hybrides qu'on appelle les proxys, qui sont des mandataires, qui sont les relais de l'influence iranienne au Levant, donc le Hezbollah bien sûr, le Hamas, le djihad islamique, les milices pro-Iran en Irak et les Houthis au Yémen. Et ça, il faut quand même rappeler que sur le front syrien, les Russes ont fourni un appui aérien aux troupes envoyées par le Hezbollah, les troupes de choc du Hezbollah. On parle des commandos de la force El Radouane. Donc, il y a une coordination tactique entre l'armée russe et la milice islamiste chiite pro-Iran. Et donc, l'affaiblissement du Hezbollah, l'affaiblissement du réseau de proxy pro-Iran, c'est pas non plus une bonne nouvelle forcément pour les Russes. Mais la priorité des Américains aujourd'hui, c'est de faire refluer l'influence de la Chine au Moyen-Orient. Et c'est pour ça précisément qu'il y a ce rapprochement avec la Russie, outre qu'il y a des convergences illibérales entre Poutine et Trump. Il y a aussi cette vision de cette administration américaine actuelle qui consiste à penser que pour, disons, circonscrire, réduire l'influence autant que faire se peut de la Chine, qui est le grand rival stratégique des États-Unis d'Amérique, et il faut s'allier avec la Russie, faire en sorte, si vous voulez, de disjoindre en quelque sorte l'alliance entre la Russie et la Chine. Donc ça peut redonner un petit peu de marge de manœuvre russe au Moyen-Orient, mais encore une fois... Pour renouveler, avec des termes différents cette fois, la stratégie de Kissinger pendant la guerre froide. Cette fois en modifiant Pékin. Une stratégie Kissinger inversée en l'occurrence. Et donc, mais encore une fois, donc ça peut redonner un petit peu de marge de manœuvre aux Russes au Moyen-Orient, mais toujours est-il que quand on regarde les rapports de force aujourd'hui, très clairement,
stratégique militaire au Moyen-Orient. La chute du régime Assad est une véritable catastrophe pour les Russes. Ils vont maintenir, à mon avis, quand même leur ancrage militaire en Syrie. Ils ont encore des bases à la fois navales et aériennes en Syrie, mais on sait très bien que le régime syrien d'Ahmed al-Shara est certes prudent, mais hostile aux Russes pour une raison assez simple, c'est qu'ils n'oublient pas, ils ont la mémoire longue de la coopération stratégique et tactique entre le régime russe, le régime iranien et encore une fois ses affidés, ses mandataires que sont le Hezbollah et les milices pro-Iran, les Fatemiyoun, les Wahabiyoun, etc. Les milices afghanes et pakistanaises qui ont combattu, enfin qui sont un peu la piétaille utilisée par le régime iranien pour sauver, à l'époque, c'était l'ambition de sauver le régime de Bachar al-Assad. Merci beaucoup David Khalfa d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès et que vous faites paraître un livre, un ouvrage collectif aux éditions du Bordelot intitulé Israël-Palestine, année 0 le 7 octobre 2023, une onde de choc mondiale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ouvrage, je n'ai pas précisé, préfacé par l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris et historien Elie Barnavi. À très bientôt. Merci.